Donc, et de deux. L'Égypte est le deuxième pays majoritairement musulman à devenir légalement, politiquement musulman. De justesse, mais légalement. Comme en Tunisie, mais sur une bien plus grande échelle, la démocratie électorale a bien fonctionné en Égypte, même si elle n'a pas dit la même chose que ce que semblait crier la rue au plus fort du printemps bourgeonnant, ou ce qu'avaient cru y entendre les opinions publiques occidentales et leurs médias. Sur la place Tahrir du Caire, que les frères musulmans se sont désormais appropriés, le tout nouveau président égyptien, dont le pouvoir a déjà été quelque peu évidé, a commencé l'épreuve de force feutrée avec l'armée en termes sibyllins. Il s'est contenté de rappeler que le souverain, c'était désormais le peuple, sous-entendu pas l'armée. Tous ces peuples, tout nouvellement souverains, sont en effet tous agités par la même vieille question qui a déjà agité dans les siècles passés tous les peuples découvrant leur souveraineté. Les rapports entre la religion, en l'occurrence l'islam, et l'État. Plusieurs modèles sont en concurrence et l'histoire n'a pas encore tranché. Depuis le califat, de l'Atlantique à l'océan Indien que les djihadistes rêvent de restaurer, jusqu'aux démocraties laïques occidentales, en passant par la tentative autoritaire de laïcisation de la Turquie par Atatürk, tentative lentement grignotée plusieurs décennies plus tard, en particulier en ce qui concerne les femmes, par des islamistes élus et même largement élus. Et dans les deux cas récents également, la Tunisie et aujourd'hui l'Égypte, ce ne sont pas non plus quelques religieux qui espèrent profiter du pouvoir de la religion sur les esprits pour exercer le pouvoir sur le peuple. C'est le peuple qui appelle au pouvoir la religion. Les fruits du printemps arabe sont décidément bien amers pour ceux qui l'ont initié. Ils découvrent qu'il y a loin, beaucoup plus loin qu'on ne croit, de la rue aux urnes.